doivent-ils se sentir menacés avec ce genre de compagnie-là ou doivent-ils se sentir menacés tout court par le legal tech? Donc, la première question. Donc, en gros, est-ce qu'ils doivent se sentir menacés? C'est quoi les avantages de la legal tech? En deux mots, c'est que ces compagnies-là sont capables de faire beaucoup avec très peu. Pourquoi ils sont capables de faire beaucoup avec très peu? Bien, la première raison, c'est qu'ils habitent dans des places comme ici. Ils sont dans des maisons coworking, ils travaillent sur des programmes dans les maisons coworking. Souvent, il y a des accélérateurs, il y a des incubateurs. En gros, c'est des écoles pour aider ces entreprises-là à mieux performer. C'est des bootcamps pour te driller à être plus efficace et puis amener ton produit à mieux commercialiser. Des endroits comme ici, c'est des places pour rencontrer d'autres professionnels qui sont déjà passés par là. Des endroits comme ici, c'est aussi des gens où tu as besoin d'un designer web, tu as besoin de quelqu'un qui est en graphisme, tu l'as à bout de bras, il est là, il est capable de t'aider. Donc, tu as du talent comme si tu avais une grosse entreprise, mais finalement, tu es une petite start-up. D'avoir des gens autour de toi, moi, malheureusement, j'aurais aimé ça, rentrer dans un programme plus rapidement, puis d'être dans une maison de coworking plus rapidement. Donc, excusez-moi. Parce que ça m'a pris du temps à trouver les outils qui étaient efficaces pour sauver du temps. Maintenant, ça fait un an et quelques qu'on a lancé aux règles. Si c'était à refaire, ça me coûterait 2 fois moins cher, ça me prendrait 3 fois moins de temps. Maintenant, là, j'ai un autre ami qui a sa start-up. Une partie de son développement web, il fait faire au Bangladesh à 15$ de l'heure. Quand moi, ici, si tu veux avoir quelqu'un, moi, le mien, il vient du Saguenay. Donc, je paye moins cher parce qu'il est au Saguenay, mais il me coûte quand même 60$ de l'heure. Si c'était à Montréal, ça serait 75$. Mais il y a des trucs comme ça. Il y a des sites comme Fiverr. Tu peux faire tes pamphlets pour 10-15$ à la place de quelques centaines de dollars que ça va coûter en design. Il y a 99 Design, ils peuvent faire ton logo, ta page web, ils peuvent faire plein de choses à un prix qui est beaucoup plus bas. Peut sauver énormément d'argent. Donc, il y a des outils très puissants, des outils aussi pour être mis en réseau, pour travailler en équipe, parce que, bon, d'avoir quelqu'un au Bangladesh, quelqu'un au Saguenay, quelqu'un à Montréal, il faut que tu aies les bons outils. Ces outils-là, maintenant, sont gratuits, sont en ligne, mais il faut connaître les bons. Donc, ça aide d'être bien entouré, puis de venir dans des places comme ici, rencontrer des gens qui sont en train de faire un peu la même chose que toi. Une autre raison pourquoi les startups sont capables de faire beaucoup avec très peu, c'est qu'ils n'ont pas une grosse bureaucratie, on le comprend, c'est des petites entreprises. Moi, je travaille, on a un client, en ce moment, je vais taire le nom parce qu'il n'y a rien d'officiel, mais c'est une multinationale. Et puis, pour eux, développer l'application que nous, on est en train de leur développer, ça leur coûterait des centaines de milliers de dollars, si ce n'est pas des millions de dollars. Nous, ça va nous coûter quelques dizaines de milliers de dollars parce qu'on n'a pas de bureaucratie, on n'a pas d'overhead. On est capable de pondre un prototype pour l'essayer au moins hyper rapidement et à un coût à un dixième du prix. Juste d'envoyer dans cette multinationale-là l'ordre de commencer le projet, d'envoyer ça à l'architecte web, ça ne va même pas se rendre jusqu'en bas, qu'ils vont avoir dépensé le budget que nous, ça va nous coûter pour développer un prototype au complet. Également, qu'est-ce que ça fait d'être agile comme ça? C'est que c'est un modèle d'affaires différent. C'est l'art de l'itération, pour ceux qui c'est un beau mot. C'est l'essai-erreur, puis c'est l'essai-erreur où on mesure et puis on essaie de comprendre nos erreurs, et puis on le refait jusqu'à temps que ça fonctionne, jusqu'à temps qu'on ait trouvé la bonne solution, jusqu'à temps que la machine à saucisse fonctionne, puis qu'on soit capable de vendre sur Internet. Surtout pour les sites web sur Internet, c'est pas vrai pour toutes les startups, mais sur le web, c'est très important, et puis c'est quelque chose qu'une grosse structure n'est pas capable de faire. Il faut que ça soit une petite structure, une startup. Donc voilà. Qu'est-ce que, également, c'est le potentiel aussi que tout ça, ça amène. Parce qu'à très peu de coûts, il y a des histoires de, là, j'apprends rien, tout le monde connaît Airbnb, tout le monde sait que c'est un succès, une compagnie qui vaut 30 milliards en ce moment. Ils ont fait ça à très peu de coûts à la base. Je veux dire, de développer ce genre d'application-là, on est capable de faire des très, très, très grandes choses à peu de coûts. Là, je l'ai calculé, c'est comme si Airbnb avait construit
fait ça avec une application pour partager des choses en ligne à très peu de coûts. Je fais le parallèle, j'espère que OnReg va être avoir un succès aussi grand que Airbnb. Écoutez, ça n'arrivera pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est le même potentiel, c'est le même principe. Est-ce qu'on va construire des palais de justice pour offrir de plus en plus de justice? Il y a un potentiel qui est offert par les startups et par les solutions web. Nous, comme on l'évalue, le potentiel d'OnReg, c'est 7000 dossiers réglés par année. Ça, si on prend en compte que la Cour supérieure du Québec règle environ 20 000 dossiers par année, ben, c'est un bon montant. Et puis, c'est très peu cher payé pour cette quantité de justice-là, cet accès-là à la justice de plus qui est donné. Donc, ces petites compagnies-là ont un potentiel qui est énorme. Donc, est-ce que les avocats doivent avoir peur de l'innovation? Bien, premièrement, ces petites entreprises-là, vous avez compris que je ne parle pas de grands cabinets ou je ne parle pas de cabinets tout court d'avocats, ils n'ont pas la structure pour faire ça. Donc, est-ce que les cabinets doivent avoir peur de ces entreprises-là? Oui. Ça, c'est un rapport de McKinsey qui prédit 23% des tâches des avocats vont être automatisées dans les prochaines années. Donc, 23%, quand on parle d'un marché qui est plusieurs milliards de dollars, c'est un gros morceau du marché. On parle dans le même rapport de 69% des tâches des paralégaux. Mais comme avocat, quand tu as ton cabinet d'avocat, ben, nécessairement tu fais de l'argent sur les paralégales aussi. Ça aussi, c'est une source de revenus qui pourrait disparaître. Donc ici, on parle pour le moment de tâches qui sont standardisables, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont récurrentes, qui sont assez standards, mais les choses sont en train de changer assez rapidement. Donc, OK, je vous peins un portrait qui est assez pessimiste, mais là, je vais essayer de tourner la situation de bord. Et c'est un peu mon background économique pour vous montrer qu'en fait, il y a une opportunité qui se cache derrière tout ça. En ce moment, ça, c'est un chiffre du ministère fédéral. 88,3% des gens n'utilisent plus les services d'avocats parce que c'est trop long, trop cher, trop complexe. En gros, les avocats ont perdu le marché des services juridiques. On peut le tourner de bord aussi, c'est un marché qui reste à reprendre, à regagner. Donc, il y a une grosse partie du marché qui attend, où des gens, c'est des besoins qui sont là, mais qui ne sont pas assouvis. Donc, comment le marché a été perdu? L'avocat, ce qu'il vend, c'est un bien de confiance. Ce que ça veut dire un bien de confiance, c'est quand tu vas voir un avocat, tu ne sais pas ce que tu as besoin, tu ne sais pas combien ça va te coûter, tu ne sais pas l'étendue du travail de l'avocat, s'il en fait assez, s'il en fait trop. Tu ne sais pas ce qui est nécessaire. Donc, ce bien de confiance, tu achètes la réputation de la personne essentiellement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, on le sait, on le voit dans tous les sondages, les avocats ont perdu la confiance du public. Donc, ils n'en veulent plus de ce bien-là. Et puis, on le voit avec le chiffre 88,3, les gens n'en achètent plus des services d'avocats. Donc, ce que je propose, c'est que la technologie va changer ce bien de confiance-là en quelque chose qui va ressembler plus à une commodité. C'est-à-dire un bien qu'on peut reconnaître, qu'on connaît le prix, qu'on connaît les qualités, qu'on connaît l'étendue. Tu sais ce que tu achètes quand tu achètes une commodité. Ça ne sera jamais le service juridique une commodité complète. Je vous parle on va tendre un peu plus vers la commodité. Ça ne sera pas un service où c'est 100% du cerveau de l'avocat. Il va avoir un pourcentage de machine, un pourcentage de cerveau d'avocat. Donc, c'est un peu la révolution. C'est comme on parlait, justement, Tessa, tu parlais de la révolution industrielle. Le droit n'a pas eu sa révolution industrielle. Les avocats sont encore des artisans. C'est-à-dire qu'ils font sur mesure, ils font tout à la main. Donc, si je fais le parallèle, c'est, mettons, un cordonnier de coin de rue qui fait son soulier, il plie le cuir, il met les clous dedans, il sait que son soulier, il prend 15 heures à faire. Du moment où tu commences à utiliser des machines puis automatiser le processus, c'est comme si tu demandais à Nike, c'est combien d'heures pour acheter un soulier? Ça ne marche plus. C'est juste parce qu'une fois que les machines sont rentrées dans le système, c'est plus à l'heure qu'on calcule, on ne vend plus des produits sur mesure, on vend des produits standards. Et puis, la conséquence aussi, c'est de baisser le prix. Un soulier fait sur mesure, c'est 1 000 $, 1 500 $. Un soulier qui est fait sur une ligne de montage va coûter 100 $, 150 $.
Donc, c'est ce qu'on propose qui va arriver en utilisant les machines d'une manière plus intensive dans les processus juridiques. Donc, on en voit deux pour l'instant. Xavier a parlé de complètement autre chose, donc il pourrait peut-être en avoir trois. Mais une compagnie comme OnRègle, on est en train d'automatiser et standardiser des processus. C'est une manière de rendre le droit plus, de tendre vers les avocats qui vont vendre une commodité. Parce que quand tu viens sur OnRègle, tu sais que tu achètes une mise en demeure, elle coûte 50 $, elle est standard, elle est tout le temps la même chose. Donc, c'est tout le temps la même chose, c'est une commodité en quelque sorte. Le Big Data, je vais vous donner un exemple pourquoi ça va faire changer les choses. AIG dépense 2 milliards par année et utilise 1500 fournisseurs de droits. Et puis eux, ils viennent de lancer un projet. Ce projet-là, c'est pour justement mettre des prix sur tous les services qu'eux, ils achètent, puis ils vont rendre ça public. Donc, ils vont prendre toute la data, tous les cas qu'ils ont eus dans les 5 dernières années à travers le monde, puis ils vont dire ça coûte tant. Donc, une fois qu'ils vont avoir fait ça, ils vont le rendre public, et puis là, tout d'un coup, ça devient plus difficile de vendre ton produit à l'heure, et puis là, tout d'un coup, le marché va être obligé de se battre sur le prix. Ils vont nous dire, ça, ce service-là coûte 858, tu vas être mal pris comme avocat d'essayer de le vendre 1500 ou de commencer à charger à l'heure, puis que le client dit, oui, mais comment ça se fait, c'est écrit en ligne, là, que ça ne devrait pas me coûter plus cher que ça. Donc, c'est les deux manières que ça va changer. Donc ça, il va falloir que les avocats intègrent la technologie et puis que les avocats ne deviennent pas juste des avocats, mais soient capables de gérer la technologie qu'il y a sous eux pour pouvoir l'utiliser comme il faut. Un peu comme entrepreneur en ce moment, moi, si je ne connais pas les bons outils technologiques que j'ai sous moi, je ne suis pas efficace et les choses me coûtent 3 fois plus cher. L'avocat, ça va être la même chose, il va falloir qu'il utilise les bons outils qu'il y a sous lui pour faire descendre les prix. Sinon, il y a l'autre opportunité aussi, le 23% qu'on est en train qui va être automatisé, c'est qui va être propriétaire de cette technologie-là? Ça va être des entrepreneurs, mais c'est qui ces entrepreneurs-là? C'est des comptables, c'est des gens en TI, c'est des avocats, mais les avocats, pour rentrer dans ce marché-là, il va falloir qu'ils se réveillent et qu'ils ne fassent plus uniquement que du droit, ou bien non, dans les écoles, il va falloir éduquer nos jeunes à penser, à innover, et puis à se concentrer sur autre chose qu'uniquement que sur le droit pur. Donc, c'est pas que négatif, mais il va falloir bouger pour pouvoir profiter de ce qui s'en vient. Donc, voilà ma présentation.